Docteur David Elia, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue, vous êtes l'auteur de plusieurs livres destinés avant tout aux femmes, parfois aux couples. Et c'est un peu le cas aujourd'hui puisque vous publiez « Faites durer le plaisir ». Faire durer le plaisir, c'est paru chez Grasset. Alors vous le racontez, partie de la génération des baby boomers, les enfants qui sont nés entre 46 et 75. Et à ce propos, vous dites que c'est la génération qui a révolutionné la sexualité. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette génération? Elle a tout inventé. Elle a inventé la contraception, la pilule, le stérilet. Elle a inventé l'IVG légalisé. Elle a inventé la péridurale. Elle a inventé la fécondation in vitro. Elle a inventé les traitements hormonaux de la ménopause. Elle marche, cette génération, je dirais, elle profite des progrès de la médecine pour s'approprier des nouveaux pouvoirs, et en particulier les femmes. Les femmes sont les grandes gagnantes de l'affaire, car elles ont, grâce à ces progrès, acquis enfin une autonomie, je dirais, financière, une autonomie sociale qu'elles n'avaient pas auparavant au temps de la société patriarcale. Alors, on l'a vu, on l'a entendu ces dernières semaines, il y a un des points que la génération des boomers avait mis en avant, c'était le planning familial, enfin, a permis de créer ce planning familial. Ces plannings sont un peu en danger en ce moment. Quel regard vous portez, vous? Parce que vous avez travaillé longtemps dans un planning. Moi, j'étais militant, médecin au planning familial dans les années 80. Je recevais donc des femmes dans les centres de planification. On avait le vent en poupe à l'époque. On allait de l'avant. Je dirais que c'est chez nous que se faisaient les choses et c'est chez nous que les grandes idéologies changeaient. Il y avait beaucoup d'hommes médecins dans ces centres? Il y avait pas mal d'hommes médecins. On n'était pas bien traités, parce que les féministes nous serraient de près. Mais en même temps, on a appris notre travail. On a appris à comment parler aux femmes et comment avoir une autre vision de notre métier. Très rapidement, quand les choses se sont faites au gouvernement, avec Yvette Roudy en 80, le planning a eu des problèmes, parce que tout d'un coup, on faisait plus au gouvernement que ce qu'on faisait rue Vivienne, près de la Bourse, dans le principal centre de Paris. Et puis, d'année en année, les militantes se sont fatiguées, se sont essoufflées, ont essayé de trouver des nouveaux combats, et ont surtout eu des problèmes financiers, et doivent se battre aujourd'hui pour continuer, je dirais, de jouer un rôle dans le changement des mentalités. Est-ce que, depuis bien sûr cette génération est apparu le sida, qui a sûrement changé l'insouciance des rapports? Total. Est-ce que cette période, effectivement, où on a vécu après la guerre, avant cette épouvantable épidémie, a vraiment créé une insouciance, à votre avis? Oh oui, c'est-à-dire que dans les années 70-80, la loi Veil, l'accession à la contraception remboursée par la sécurité sociale, le droit à l'IVG, c'était fini les faiseuses d'anges et les atrocités de l'époque. Donc il y a eu tout d'un coup une sorte de liberté, effectivement. Et puis, mais les femmes se sentaient libres, mais est-ce que les hommes se sentaient également libres? Les hommes étaient un peu désorientés, ils le sont toujours, mais un peu moins peut-être. Oui, non, les hommes, bien évidemment, tout changeait. Le paysage social est en train de changer. Mais ils se sont bien faits, les hommes. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont recouvré une certaine identité, ils ont laissé tomber un peu leur machisme, ils aident, ils participent. Le modèle « je vais à la guerre, gagner des sous et toi tu fais les enfants », ça s'est arrangé. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais je pense qu'on a fait beaucoup de chemin en 30 ans. Et je répète, parce qu'on est dans une mission de santé, grâce au progrès de la médecine. Parce que s'il n'y avait pas eu la pilule, Étienne-Émile de Beaulieu, le RUK 186, j'ai oublié, toutes ces choses-là seraient dans l'état où elles étaient à peu près dans les années 45-50. Est-ce que cette génération des baby boomers, donc, qui a inventé beaucoup de choses, qui a permis beaucoup de choses en termes techniques, au point de vue moral aussi, est-ce que ça a suivi aussi sur l'émancipation sexuelle? Est-ce que les baby boomers sont aujourd'hui plus émancipés sexuellement? C'est évident. C'est évident, et en particulier les femmes. Les femmes, d'enquête en enquête, témoignent d'une sexualité, je dirais, adulte, enfin, c'est-à-dire non réprimée, et elles ont très largement, après 50 ans, encore une sexualité tout à fait satisfaisante. Elle l'atteste dans les chiffres des études. Et ceci grâce, alors, au traitement de ménopause, les messieurs grâce au traitement de l'érection, toutes ces choses-là, évidemment, les aident. Il y avait des obstacles auparavant que la médecine aujourd'hui a levés. La jeune génération qui vit aujourd'hui de manière évidente avec la pilule a du mal à se rendre compte de ce qui s'est passé quand la pilule est arrivée en France. Est-ce que les femmes se sont ruées dessus ou est-ce qu'il y a eu malgré tout suffisamment de peur et de frein pour expliquer que ça ait pu être progressif, cette prise de la pilule?
Je crois franchement que les femmes avaient peur de la pilule, bien entendu. Les médias, d'ailleurs, y allaient franco. Hein. Ça donne des poils, ça rend stérile, ça donne des triplés, des anormaux. Bon. Et puis, le remboursement par la Sécurité sociale, loi Veil 1975, a fait éclater totalement tout ça. Et je dirais que les Français se sont lancés, mais vraiment à corps perdu dans la contraception. Aujourd'hui, on est un des pays les mieux contraceptés du monde. Malheureusement, il y a un paradoxe qui n'en finit pas de nous secouer, c'est nous sommes aussi un des pays avec le plus d'IVG persistantes. Notamment des jeunes filles. Voilà. Une dernière question, quel est le dernier tabou? Est-ce qu'il y a encore un tabou aujourd'hui en matière de sexualité? Vous dites le 4e âge dans votre livre? Oui. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, on accepte que des 50, 60 ans et des rapports sexuels, ça me semble à peu près normal, en tout cas pas dégoûtant. Mais lorsqu'on pense aux couples de 75-80 ans qui continuent d'avoir une sexualité, ou aux nouveaux couples encore pire de cet âge-là, ou encore pire aux nouveaux couples de cet âge-là. Hein. Bien sûr, qui se rencontrent à cet âge-là. Eh bien là, je crois qu'il y a encore un... C'est pas possible, c'est horrible, etc. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup à faire là-dessus. Et d'ailleurs, c'est malheureux. 4e âge, aujourd'hui, n'ose pas dire qu'ils ont une sexualité. Et pourtant, Dieu merci, avec beaucoup de plaisir, ils continuent d'avoir une sexualité tant que faire se peut et avec l'aide des médecins. Merci beaucoup, David Eliade. Donc, votre livre « Faire durer le plaisir » chez Grasset, ça peut se lire vraiment à tout âge. Merci beaucoup. Avant de retrouver la question du jour, on vous rappelle le thème